Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage que je ne présenterai pas avec Driss aujourd'hui. Driss qui est en partance pour un événement qu'on espère heureux et on souhaite bonne chance à la maman. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de toutes les saisons du Garage sur le site watch.tv, que vous pouvez également vous abonner au podcast sur iTunes, c'est entièrement gratuit. Et nous suivre et poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LeGarageWatch. Au sommaire cette semaine, tout d'abord les NOx et le CO2 avec la publication des premiers résultats des tests initiés par la Commission royale suite au scandale Volkswagen des moteurs truqués aux États-Unis. On verra qu'ils peuvent révéler quelques surprises mais ne sont pas exempts de lacunes. 3 essais également dans l'émission avec la Renault Talisman qui s'équipe d'un sac à dos en version Estate, la Suzuki Baleno et le Volkswagen Tiguan de deuxième génération qui, on le verra, risque bien de faire de l'ombre jusqu'à ses propres cousins. Et puis on fera un petit tour par Pékin où s'est tenu un salon de l'auto particulièrement électrique. Pour en parler avec nous en duplex depuis la Normandie réunifiée, j'accueille Monsieur Vincent, beau cousin Jamelin. Salut Vincent. Salut les garagistes. Comment vas-tu Vincent ? Très bien, écoute, merci. Bon, sous le soleil, on dirait. Eh oui, il fait beau en Normandie. Et avec moi sur ce plateau, l'incontournable spécialiste test automobile, j'ai nommé Monsieur Michel Holtz. Salut Michel. Salut les garçons. Nous, on reste sous les sunlight, pas des tropiques, mais du studio. Du studio, oui. Mais il fait très beau dehors quand même. Voilà, les présentations sont faites. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Voilà messieurs, je vous propose qu'on démarre avec l'actualité du CO2 et des NOx, avec donc la Commission royale qui a rendu un premier bilan d'étape, on va dire cette semaine. 52 voitures testées avec pas mal de surprises. Et alors la première surprise, alors ça ne l'est pas vraiment parce que des premiers résultats avaient fuité, mais c'est que le plus mauvais élève n'est pas forcément celui auquel s'attendait Madame Royale quand elle a lancé cette commission, puisque Volkswagen, dans les 5 modèles testés, alors qu'ils sont tous Euro 5, première bizarrerie, s'en sort plutôt pas mal. Vincent, est-ce que tu as pu étudier ces résultats un petit peu ? Oui, effectivement, c'est ce que tu as annoncé. Volkswagen est loin d'être le pire, se retrouve même parfois en bonne situation sur certaines mesures, en dessous de ce que est la norme. Et puis on voit que certains dépassent allègrement le chiffre, mais ça, je laisse peut-être le soin à Michel de vous révéler quel est le plus mauvais élève. Avant de révéler ça, il faut quand même expliquer, et j'ai l'impression quand même que les médias font pas mal leur travail, mais ne rentrent pas dans les détails. Il faut quand même rappeler une chose qui est simple et claire, c'est que les 50 et tous les autres, à part Volkswagen, ne trichent pas. Déjà, il faut quand même partir de ce constat de base, parce qu'il y a une confusion générale chez tout le monde. On dit tout le monde dépasse, donc tout le monde triche. Non, tout le monde ne triche pas. Les seuls qui trichent peut-être dans cette histoire, c'est Bruxelles avec ses normes qui sont totalement bidons. Mais tout le monde passe les normes et donc tout le monde les dépasse dans la vraie vie parce que les normes ne sont pas adaptées à ce qu'elles vont être. Mais pour l'instant, personne ne triche. Dans cette liste-là, il y a une deuxième liste qui va arriver où on ne va pas avoir plus de tricheurs qu'avant. Mais pour revenir... Il faut expliquer peut-être, c'est dans le tableau... le protocole de la commission a testé les véhicules selon 3 tests. Absolument. Voilà. Le test D1 est celui qui reprend exactement le cycle d'homologation, à savoir sur un banc. Le véhicule n'est pas roulant, mais on est sur un banc de test. Donc là, on a un premier résultat. Et puis ensuite, la commission a tenté de reproduire également le cycle NEDC, mais cette fois sur la route. Donc, c'est celui qui correspond bien à l'utilisation qu'en fait le conducteur. Et au milieu de ça, il y a eu un autre test sur banc également. Mais voilà comment on va pouvoir expliquer aussi les écarts. Il faut parler de la base.
Et on se rend compte que sur le test D1, on a même des véhicules testés par la Commission royale qui sont en dessous de l'écart ou de la limite qui était fixée par la Commission. Donc on n'a pas que des mauvais élèves, même si forcément tout le monde a un petit peu d'écart. Voilà, et pour revenir sur ce que tu disais à propos des tests urbains, le but de multiplier les tests était aussi de déceler justement un éventuel logiciel truqueur en modifiant légèrement le protocole ou en ne le faisant pas forcément dans le même ordre ou en faisant tourner les roues arrière alors que logiquement elles sont à l'arrêt. Et donc effectivement, ces premiers tests ont mis en lumière l'absence de logiciel truqueur sur les homologations européennes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour le principal accusé, qui était quand même Volkswagen. Alors les mauvais élèves, c'est donc, on l'a dit, pas forcément ceux auxquels on pouvait s'attendre, puisque je veux dire, dans le trio de tête des mauvais élèves, on trouve Opel, Ford et Renault. Alors Renault Nissan, également. ouais. Renault-Nissan, bien sûr, avec le Kadjar, le Captur, le Qashqai. Alors les écarts relevés sont quand même assez significatifs. On dépasse, alors j'ai les chiffres sous les yeux, il faut les remettre dans l'ordre, mais sur un Zafira, la valeur est 10 fois supérieure. Sur un Kadjar, elle est presque 10 fois supérieure également. Sur un Captur, elle est 11 fois supérieure. Voilà, c'est quand même une... Et le Qashqai, on est très largement au-dessus, puisqu'on est à plus de 260% de la tolérance et de l'homologation, puisque le test de la Commission royale acceptait une tolérance de 10% d'écart, sauf que, par exemple, le Nissan Qashqai DCI se retrouve, lui, avec 260% d'écart par rapport à la déclaration. Donc là, effectivement... Alors là, on parle des NOx et du test D1. On parle du NOx, oui, tout à fait. Des tests D1. 260%. Sur le D3, puisqu'on parle du Qashqai, on est quand même en dessous, on est à 8,7. Les chiffres que je donnais étaient sur le D3, qui est donc le test, on va dire, en conditions entre guillemets réelles, puisque c'est le protocole NEDC qui correspond pas à grand-chose, mais il fallait bien avoir une référence. Et alors, donc... Parmi les meilleurs élèves, alors sur le test D3, on trouve BMW, qui est en dessous des normes, qui est à 0,6, donc 0,6 de la norme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Volkswagen, il faut que je retrouve les... Voilà, le Volkswagen Charan également, qui se comporte très très bien. Absolument. À 0,9. On a une Peugeot 208 pardon, qui est à 0,7. Donc là, on est vraiment dans les très 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 bons élèves. Et si on prend entre guillemets les mauvais élèves en écart de valeur, eh bien on se retrouve à nouveau quand même malheureusement avec beaucoup de véhicules Renault. Capture notamment est assez impacté, mais on sait que Renault a déjà fait un rappel sur ce véhicule pour a priori se remettre à la norme. Et puis on a Ford à nouveau qui produit quelques écarts, Opel également, et globalement on retrouve un petit peu ces mêmes constructeurs qu'on avait cités. Ce qui est intéressant, c'est de les retrouver avec des motorisations à chaque fois différentes, puisqu'on a du 90 chevaux, du 110 chevaux, on a plus puissant également. Et là, on est vraiment sur des écarts assez impressionnants. Alors, on peut peut-être essayer d'expliquer... Non, mais moi, je suis surpris que vous soyez surpris par ces résultats, parce que quand même, on sait très bien que les gens qui sont au-delà, bien au-delà des normes, sont les gens qui n'utilisent pas les dernières technologies. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est Renault, on l'a dit, on l'a répété, qui s'en sort pas, c'est Ford, c'est Opel. Le groupe Volkswagen avec son système AdBlue et Renault et son SCR s'en sort, et Peugeot avec son SCR s'en sortent bien. Ce qu'on dit quand même depuis des mois, depuis le début du Dieselgate, donc il n'y a absolument aucune surprise dans ces résultats-là, sauf peut-être Charan qui a rattrapé le coup sur la dernière génération, mais sinon on est exactement dans les résultats attendus depuis le début de cette affaire. Alors, on se rend compte que ce sont, pour moi, entre guillemets, les véhicules populaires les plus
qui ont les plus grands écarts. Alors effectivement, comme Les dit moins Michel, chers, bien sûr. on le savait, ce sont les véhicules moins chers. Donc on sait qu'à partir du moment où on tente de faire des économies sur le prix, et ben finalement on se rend compte que Sauf ces pour- économies ont été faites sur la technologie de dépollution par rapport peut-être aux premium comme Mercedes ou BMW qui ont finalement ne cherchent pas vraiment à faire d'économies et plutôt à respecter leurs engagements. On Sauf- évalue ouais. la dépollution des voitures, des diesels à 3 000 € supplémentaires. Et donc, on sait très bien que depuis quelques années, le basculement qui s'est fait sur l'essence pour les petites voitures est lié à ça. C'est que quand on paye une voiture 12 000 €, s'il faut rajouter 3 000 € c'est quand même compliqué. Et donc, ce basculement sur l'essence, où on dit les gens deviennent vertueux. Non, les gens ne deviennent pas vertueux. Simplement, on va vers une voiture moins chère et donc essence. Alors, les voitures populaires, il y a quand même Peugeot qui s'en sort bien avec, Oui. avec la 208. Hein. Oui, oui, oui. Alors là, on parlait des NOx. On peut quand même dire un petit mot de ce premier échantillon de 52 voitures. Il y en aura une centaine à la fin. Il se voulait être un panel représentatif du marché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est quand même loin. Sur les 5 Volkswagen testés, par exemple, parce que c'était quand même, on va dire, l'objet du délit, on trouve 2 Charan, un grand monospace. On peut quand même pas parler d'une voiture très représentative du marché. Bah, je crois qu'il n'y a même pas la Golf, qui est quand même la voiture la plus vendue en Europe. Donc c'est quand même étonnant. Oui. Peut-être, je pense qu'ils se sont basés quand même sur les immatriculations en France. Si on prend les immatriculations françaises, alors certes, le Charan n'y est pas du tout. Sur le top 10 en tout cas. Maintenant, sur le top 10, on retrouve quand même énormément de véhicules qui correspondent au marché français, du monospace, du SUV, plutôt français, puisque c'est ceux qui dominent quand même le marché. Moi, je trouve ça légitime qu'on les ait testés. Maintenant, la Polo a été testée, puisque la Polo est C'est le la modèle première Volkswagen vendue en France, ouais. France. La 10e en immatriculation. Bon, à partir de là, en nombre d'immatriculations, moi je trouve qu'on se situe quand même assez bien. Le panel est plutôt représentatif du parc roulant On français. retrouve quand même le 807 Peugeot, qui est plus vendu depuis quelques années. Chez Fiat, on a pris un utilitaire, le Doblo. Alors si, il y a quand même la Golf, hein, Michel. La Golf qui s'en sort bien sur le D1 avec moins 18% quasiment, et pas si mal sur le D3 avec 1,3 au-dessus de la norme. Voilà, ceux qui voulaient attraper Volkswagen la main dans le pot de confiture en sont quand même pour leurs frais. Alors, la commission est allée plus loin que les NOx, puisque ils ont également profité de ces tests pour tester le CO2. Et alors là, les résultats, j'ai envie de dire, sont inversement proportionnels aux bons résultats sur les NOx. Hein. Si on prend BMW, qui est quand même leader sur les NOx avec sa 318, en CO2, c'est-à-dire on va dire en consommation, hein, elle est plus de 40% au-dessus du chiffre annoncé par le constructeur. Qui veut réagir ? Non, mais je pense que c'est simplement une question de spécialisation des constructeurs qui ont développé énormément, et c'est le cas de BMW pendant des années, leur diesel avant de basculer aussi sur de l'hybride et sur de l'essence. Mais le niveau de développement de BMW sur le diesel pendant 15 ans a été quand même assez fabuleux. Oui. Il faut quand même rappeler également que sur ce test D3, hein, qui est celui censé représenter au mieux ce que fait l'usager au quotidien sur la route, la moyenne d'écart par rapport à la déclaration est quand même de 30%. On a assez peu de véhicules qui sont en deçà des 20%, la majorité est entre 20 et 30%. Bon, ça aussi, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'au final, on sait que jamais personne n'a retrouvé quasiment la consommation annoncée du constructeur. Et une nouvelle fois, ça prouve non pas, c'est ce que tu disais Alexandre, peut-être l'esprit de tricherie des constructeurs, mais l'idiotie de la norme à la base, et fait que les constructeurs, eux, on leur demandé sur une donnée particulière d'être bons. Ils s'y sont mis bons là. Maintenant, on sait que si on prend, quand on est au milieu sur la norme, qu'on est bon, si on prend à côté et de l'autre côté, on est également moins bon. Donc du coup, voilà. Je pense que le législateur doit plus, lui, faire son autocritique que réellement les constructeurs qui, eux, au final, diront « mais nous, ce cycle sur la route, on ne nous demandait pas de le faire ». Donc ils vont vous dire c'est normal que vous trouviez un écart. Alors sur le CO2 et en respectant
le cycle d'homologation, hein, donc en D1, il y a un seul véhicule qui est sous le chiffre annoncé, c'est le Peugeot 807, justement, on en parlait, qui est à moins 0,3. Tous les autres sont au-dessus, alors parfois avec des écarts peu significatifs, hein, autour de 3%, mais certains dépassent les 30%. Hein. Je vois par exemple le Jeep Cherokee, bon, qui n'est pas un véhicule très représentatif du marché, même pour Jeep aujourd'hui, hein, et qui est à plus 33%. Je vois la Peugeot 508 qui est à plus 30. Voilà, donc c'est quand même plus problématique. Et alors là, ça montre aussi que, même en respectant donc le cycle d'homologation, le protocole d'homologation, on est au-delà. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est les conditions de test, la température, le moteur chaud, le moteur froid. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Il y a plusieurs phénomènes. C'est que ce sont des véhicules qui n'ont pas été fournis par les marques déjà. Voilà, qui ont c'est pas été des pris, véhicules fournis par les marques. Bon, il y a le kilométrage. On sait que plus un véhicule vieillit, moins ses systèmes, en tout cas, de combustion, etc., sont efficaces. Là, il faudrait prendre tous les paramètres, à savoir est-ce que les bougies étaient parfaitement neuves, comme on l'a dans les conditions de test, puisque c'est quand même la bougie qui crée la combustion. On parle de diesel, hein, Vincent. Oui, pardon, c'est vrai. Je suis désolé. J'étais parti. Mais non, mais même si on parle d'un diesel, si on part en tout cas sur les pièces en mouvement, Oui. les frictions, etc. Oui, est-ce que la lubrification était bonne? La lubrification, etc. est importante. L'usure dans la chambre du cylindre, est-ce que le cylindre n'est pas devenu parfois pas poreux, mais laisse passer un petit peu? Donc Oui, puis, tout ça est difficile. alors je crois que les véhicules ont été sourcés, en tout cas en partie, chez les loueurs. On sait que les voitures de location ne sont pas les voitures les mieux traitées du parc roulant. Alors certains avaient des faibles kilométrages, autour de 3000, d'autres on avait beaucoup. Hein. La Mercedes classe A 180 par exemple avait presque 70 000 km. Voilà, donc il y a beaucoup d'écarts aussi à ce niveau-là sur les véhicules testés. Et on sait aussi par des études assez précises qu'une voiture à kilométrage égal, avec un entretien régulier et correctement fait et un entretien inégal, la différence peut aller d'entre 20 et 30% de consommation. Donc forcément, on a des décalages comme ça. Simplement sur 807, ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs, c'est que pour ceux qui ont des familles nombreuses et qui veulent polluer peu, c'est une excellente occasion qui ne coûte rien, personne n'en veut. Tout le monde se jette sur les SUV, acheter des monospaces d'occasion, personne n'en veut. Ou un Charan. Bien, écoutez messieurs, je pense qu'à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, on a fait le tour sur ce sujet. On va attendre la fin de ce test. Alors, il a quand même fallu plus de 6 mois pour arriver aux 50 premiers véhicules. On espère quand même que la fin arrivera avant la fin de l'année, puis ça permettra peut-être de refermer ce chapitre et d'embrayer sur les nouveaux cycles d'homologation qui arriveront dans les années à venir. Voilà, on va changer de sujet, on va passer à notre premier essai. Après 3 mois de commercialisation, la Talisman Berline se classe déjà en tête du segment en France. Sa nouvelle déclinaison Estate pour Break, a pour mission d'ébranler les positions de la Passat sur de nombreuses places européennes qu'elle domine de la tête et des épaules. Alors a-t-elle les armes pour réussir? J'en ai pris rapidement le volant il y a quelques jours et je vous propose qu'on se retrouve après le sujet. Voilà, je me trouve à bord de cette Renault Talisman Estate. Estate, c'est la version Break de la Talisman. La Talisman est sortie il y a un peu plus de 3 mois maintenant. Fin 2015 pour être exact. En France, elle se vend bien, c'est la première sur son segment, ce qu'on appelle le segment D, devant la Peugeot 508, la Mercedes classe C, la Volkswagen Passat. En Europe, la donne est un peu différente, c'est la Passat qui est devant très largement. Quelles sont les qualités et les défauts de cette Talisman Estate? On va voir ça en quelques minutes. Alors, première qualité, c'est le silence de la voiture. Je suis sur une version essence, 150 chevaux essence. C'est un petit moteur liquide turbo. Il est très agréable, sincèrement, vraiment. Vous pouvez l'entendre, il y a peu de bruit de fond, même si là je suis en ville, que je roule pas très vite. Mais je peux dire que par rapport à une version diesel qui est elle-même déjà pas mal insonorisée, il y a une vraie différence. Deuxième point fort, c'est le confort de conduite, globalement.
qui est souligné avec cette boîte EDC, cet rapport EDC pour double embrayage. La Talisman est un véhicule qui est dynamique. Alors ce dynamisme peut être renforcé avec le châssis Ford Control à 4 roues directrices qui offre également un regain de maniabilité en ville. Mais il est également souligné avec cette boîte à 7 rapports qui est rapide, ce qui permet de conduire de façon dynamique sans se soucier de savoir si on va être sur le bon rapport. Troisième point fort, c'est l'espace à bord. Alors c'est le même que dans la berline, simplement la garde au toit à l'arrière est légèrement supérieure, 3 cm. Les grands gabarits en profiteront. C'est surtout le coffre qui va évidemment être l'avantage de cette version Estate. Le coffre qui est plus modulable, un peu plus grand également, et qui permet de passer très très rapidement en break, simplement en appuyant sur un petit bouton, et qui offre des volumes de rangement supplémentaires sous le plancher. Alors ce que j'aime moins sur cette Talisman, dans un premier temps, c'est l'instrumentation. C'est la même que sur la berline évidemment, simplement ce que j'aime pas, c'est que c'est la même également que sur une Mégane. Une voiture du segment supérieur mettrait une instrumentation différente, plus valorisante. Là on se retrouve avec des effets néons qui sont pas forcément jolis, vraiment. Ça mériterait mieux. Alors un petit défaut, bon, c'est pas rédhibitoire, mais c'est juste dommage. Il y a beaucoup d'aide à la conduite sur la Talisman. Dommage que Renault n'ait pas prévu d'ajouter un assistant d'embouteillage comme on trouve sur la Passat. C'est pratique pour les gros rouleurs, ceux qui roulent beaucoup également dans les périphéries urbaines, qui se retrouvent notamment dans des bouchons. C'est d'autant plus dommage que on trouve un régulateur adaptatif, on trouve également une aide au stationnement, un frein actif. Bref, il manquait vraiment ça pour compléter le tableau et peut-être pour aller séduire les clients naturels d'une Volkswagen Passat qui propose cette fonction. Alors reste le prix de cette Talisman. On est sur une version de base en diesel qui est à 29 700 €. La version essence la moins chère est un peu plus chère, elle est avec le moteur 150 chevaux, on est en 110 chevaux diesel, elle est autour de 32 000 €. C'est un positionnement tout à fait naturel pour ce type de segment. Voilà, c'est pas une affaire, c'est pas déconnant non plus. Voilà, messieurs, pour la Talisman Estate, est-ce qu'elle peut réussir à détrôner la Passat sur certains marchés dans cette version-là? Le break, sur certains marchés européens, c'est plus de 90% du segment. En moyenne, c'est 30% des carrosseries vendues, pardon. Et le segment D, c'est quand même pas négligeable en Europe, c'est 14%, c'est moins en France. Est-ce que la Talisman peut aller tailler des croupières à la Passat? Non, clairement non. Clairement non, sauf en France où c'est son marché C'est déjà fait en naturel. France, hein. C'est son marché naturel. C'est une voiture d'entreprise, c'est pas une voiture de particulier. Et donc les entreprises françaises vont avoir tendance à acheter français, ce qui est naturel. Et tu l'as dit dans le sujet, c'est une voiture qui n'a pas d'assistance, etc. Parce que tout simplement, ce n'est pas une voiture premium. On est dans le généraliste, comme une Ford Mondeo, une Opel Insignia ou une Peugeot 508. On n'est pas chez Passat, qui est déjà dans l'entry premium, dans le début du premium, ou chez Audi ou chez Mercedes, où il y a toutes ces assistances. Elle est vendue au prix de la Passat, hein, à motorisation équivalente Oui, et à finition équivalente, elle est au prix de la Passat. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème. En dehors de la France, c'est un problème. Mais son marché naturel est en France, dans les entreprises, pas chez les particuliers, à part quelques seniors qui vont se l'offrir pour trimballer les petits-enfants. Mais sinon, oui, elle a un positionnement qui est fait pour la France. Et ce genre de voiture a du mal à se vendre ailleurs qu'en France, finalement. On est quand même dans un marché très, très restreint avec cette voiture-là. Vincent? Moi, je suis pas du tout d'accord avec Michel. Eh ben, c'est très bien. Une fois n'est pas coutume. Non, cette Talisman, moi j'y crois. Je pense que c'est vraiment un bon produit. On en voit, alors Michel le dit, en France, on en voit beaucoup. Moi, je sais que j'en vois déjà beaucoup sur la route. On en a vu également dans certains déplacements à l'étranger. On a commencé également à en voir sur la route. Preuve que le véhicule se vend plutôt bien, notamment en Europe du Sud. C'est vrai, j'avais oublié l'Europe du Sud, tu as raison. Et pour moi, cette voiture, elle a une vraie force.
Vous allez le voir, autant j'ai beaucoup aimé la ligne, par exemple, du Tiguan dans l'essai qu'on va voir un peu plus tard dans l'émission, autant une Passat, ça me laisse complètement froid. Cette Talisman, elle a quand même quelque chose, elle a un vrai sex appeal. Et puis n'oublions pas également qu'elle se repose sur l'ancienne clientèle de la Laguna Break qui a fait une exceptionnelle carrière en Europe. Et donc, cette Renault, malgré peut-être ce petit défaut technologique, je pense qu'elle va faire une bonne carrière, qu'on va en voir. Maintenant, il faut lui donner certes un petit peu le temps d'arriver, mais encore une fois, je trouve que c'est un bon produit, moi. Alors, moi, je vais être sincère, hein, c'est effectivement une voiture qui est super agréable à conduire. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé qu'une Renault était agréable à conduire. Elle est même plus agréable que l'Espace parce que bah, Parce que c'est une berline. c'est une berline, le moteur est plus adapté, les réglages Le du centre de châssis. gravité est plus bas, etc. Voilà, exactement. Donc elle est vraiment agréable. Cette version essence, moi, m'a séduit. J'avais conduit la berline en diesel et j'ai préféré conduire cette version essence. Alors il y a un petit truc que je dis pas dans le sujet, mais qui m'a frappé quand je suis monté dans la voiture. Elles étaient quasi neuves, elles avaient 600 km et qui pour le coup est un petit peu dérangeant. Enfin, je me mets dans la position de celui qui va l'essayer peut-être en concession, qui va monter dedans en concession. C'est qu'il y a des odeurs de solvant et de colle qui sont à contre-courant on va dire, du segment. Ça fait pas super premium quand on monte dans une Passat neuve, dans une A4 neuve, même une japonaise neuve. On n'a pas ces odeurs-là. Et j'ai trouvé ça vraiment frappant. Ça peut gêner, peut-être de façon inconsciente, hein. Oui, mais messieurs, vous êtes à côté de la plaque. C'est que je me mets dans la peau du client de ce genre de voiture. C'est le responsable des services généraux d'une entreprise ou du parc automobile qui va... Certes, il va acheter un prix. La colle, il s'en fout. Ce qu'il voit, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on sait tous, c'est la valeur résiduelle. Or, entre la valeur résiduelle, ce qui reste au bout des 3 ans de location de la voiture, que je vais donner à mes cadres, que je vais donner à mes commerciaux, ce qui reste est beaucoup plus important sur une Passat que sur une Talisman. Donc le choix, il est là, il est assez clair, sauf dans les entreprises françaises, mais ailleurs, c'est pas le cas. Alors, elle a également un petit avantage, alors qui est disponible que sur les deux versions haut de gamme, en série sur la version initiale et puis en option sur la version intense, si je dis pas si c'est le nom qui convient. C'est ce fameux châssis Ford Control. D'après Renault, c'est un quart des ventes. Enfin, c'est une option qui est choisie dans un quart des cas sur la version intense. Est-ce qu'on peut redire deux mots de ce dispositif, Vincent? Oui, bah, c'est assez simple. À basse vitesse, les roues arrière braquent dans le sens opposé des roues avant, donc c'est pour réduire le rayon de braquage et donc ça favorise la maniabilité. Et de mémoire, parce que j'ai pas révisé mes fiches, mais si je ne m'abuse, c'est à partir de 70 ou 80 km/h. Ça dépend du réglage, choisi, sur ce qu'ils appellent le multisense. Si on est en réglage sport ou en réglage confort, voilà. Ça varie légèrement. On va avoir un braquage différent et cette fois, on va apporter beaucoup plus de stabilité au véhicule. À partir d'une certaine vitesse, les roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant. Et donc, ça permet dans ce cas-là de donner beaucoup plus de stabilité. Mais c'est vrai, hein, c'est un super châssis, ça, il n'y a pas à en douter. Si Porsche l'a adopté, par exemple, sur ses sportifs, sur la 911, c'est bien parce qu'il y a un vrai plus, un vrai apport. Alors, Renault n'était pas tout à fait l'inventeur du système, puisque de mémoire, Honda l'avait fait. Si je dis pas de bêtises, Honda l'avait fait en premier, mais Renault l'a quand même largement démocratisé par le passé, déjà sur la Laguna, et puis aujourd'hui le met sur tous ses véhicules. Maintenant, quel est le meilleur argument sur ce type de voiture? Je me pose la question. Est-ce que ces roues arrière directrices cachent pas une faiblesse du châssis? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu avoir 4 roues motrices, dont on sait quand même que ça représente aujourd'hui une très forte demande également sur le marché? Il suffit de voir ce que Skoda vend sur ses Superbes, sur ses Octavia en transmission 4 roues. Renault, quand ils nous disent pour justifier l'absence de cette technologie, il n'y a pas de demande. Là, je dis Renault est des menteurs. Il y a de la demande pour 4 roues motrices sur ce segment. Alors je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, elle reste quand même. C'est une voiture même en deux roues directrices qui
qui a fondamentalement pas de défaut. Faut pas non plus faire peur aux clients potentiels. Mais c'est vrai que les 4 roues motrices manquent clairement au catalogue. Et puis peut-être plus surprenant, c'est que pour l'instant, il n'est pas du tout prévu de l'hybrider ou de l'électrifier. De la part de Renault, c'est peut-être un choix un peu discutable. Notamment pour séduire des flottes de VTC ou de taxis qui se tournent beaucoup vers l'hybride ou l'électrique. Oui, mais l'hybride n'est pas rentable aujourd'hui pour aucun constructeur. Peut-être pour Toyota. Oui, Toyota qui s'est investi. Ils en sont à quelques millions de voitures vendues. Des années, mais on sait par exemple que chez Ford, qui a un excellent système hybride sur sa Mondeo, Ford celui de la Toyota, de l'argent quand ils vendent le véhicule. Et là-dessus, je peux comprendre que Renault n'ait pas forcément envie de creuser ses résultats avec des modèles qui vont vendre à perte. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne diffusent pas cette voiture sur des marchés qui sont peut-être plus clients de l'hybride, comme les États-Unis. Mais les Français, les entreprises françaises, encore une fois, sont clientes de l'hybride. Or, ce qui est curieux chez Renault, c'est que le client naturel étant l'entreprise, on se dit que Talisman pourrait être en hybride. Or, Renault va arriver avec une Mégane hybride. Qui est beaucoup moins une voiture. Alors qui sera un hybride diesel qui pourra pas prétendre au malus au bonus parce qu'elle sera diesel. En plus, c'est un petit peu étonnant. Très très étonnant. Pour revenir au système 4 roues directrices, qui est quand même un truc absolument génial, on est tous d'accord là-dessus, surtout sur Mégane qui est une voiture encore plus courte. C'est vrai qu'en 2 roues directrices, Talisman est pas mal. En espace, c'est pas pareil. Oui. La taille de l'espace et son centre de gravité élevé, en 2 roues directrices, c'est beaucoup moins bien que d'autres concurrents, même S-Max chez Ford, qui pourrait être directement concurrent, qui n'a pas 4 roues directrices et qui a un châssis vraiment de bonne tenue, ce que l'espace n'a pas sans les 4 roues directrices. Voilà, donc la Talisman disponible à partir de un peu plus de 29 000 euros. 5 finitions, ça se finit à 42 000 et quelques euros. Je rappelle le modèle que j'ai essayé autour de 32 700 euros, si je dis pas de bêtises, en prix de base. Donc c'est le TCE 150 chevaux, 3 moteurs diesel, 2 moteurs essence. On va changer de catégorie puisqu'on va parler de la Suzuki Baleno. Alors elle avait fait consensus contre elle lors de sa présentation à Francfort. Messieurs, je vous renvoie à notre 2e émission de la saison. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est disponible sur la chaîne Watch sur Dailymotion ou sur YouTube. Donc la Suzuki Baleno arrive en concession. Alors est-elle trop banale ou trop sage pour réussir ? J'en ai pris le volant avec notre confrère Emmanuel Gentil il y a quelques jours et je vous propose qu'on se retrouve après. Voilà, je suis avec Emmanuel Gentil, journaliste automobile chez Eureka Press. Salut Emmanuel. Salut Alex. Alors Emmanuel, on essaye aujourd'hui une nouveauté chez Suzuki, la Baleno, et double nouveauté, celle-ci est une version hybride. Alors, c'est pas une hybride au sens de Toyota, c'est on va dire une petite hybride. Une hybride légère, une hybride très légère. En fait, il y a un petit moteur électrique et une petite batterie qui viennent en soutien du moteur thermique. À aucun moment, le moteur électrique est le seul qui fait avancer la voiture. En fait, il est toujours en secours, en soutien du moteur thermique. Voilà, donc c'est pas comme sur une Prius ou une Auris où on peut enclencher le mode tout électrique pour rouler en ville 2-3 km sur les batteries. Là, en aucun cas, le moteur thermique ne va s'arrêter autrement que dans les phases d'arrêt au feu rouge par exemple. D'ailleurs, il n'y a aucun signe d'hybridation dans la voiture. Le levier de vitesse est normal, il n'y a pas de bouton électrique, pas électrique, rien du tout. La seule différence avec la Baleno essence normale, c'est sur l'ordinateur de bord, une petite animation qui nous montre quand est-ce que le moteur thermique est en route, quand est-ce que le moteur électrique est en route et quand est-ce que le moteur recharge les batteries. Voilà, donc ça c'est sur les phases de décélération, c'est classique, on connaît tous ça depuis longtemps maintenant. Donc alors, Emmanuel, cette petite hybridation, cette hybridation légère, ça apporte quoi finalement ? En fait, pas grand-chose. Le conducteur, il va se rendre compte de rien pratiquement, si ce n'est qu'il aura un peu plus de couple à bas régime, ce qui va lui permettre d'accélérer un peu plus facilement, d'avoir de meilleures reprises et finalement de moins taper dans l'accélérateur pour faire ce qu'il a à faire. Au final, il va consommer un peu moins qu'avec une Baleno essence normale. Alors la conso, puisqu'on est dedans, on va en parler. On a fait une centaine de kilomètres avec cette voiture. On a consommé à peu près 5,5 litres à l'ordinateur. Elle est donnée pour une conso mixte de 4 litres.
Sachant que c'est un petit moteur essence, c'est pas déconnant, 5 litres 5, c'est même plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est vraiment dans la norme. Par rapport aux chiffres normés que nous fournissent les constructeurs, on a l'habitude de dire qu'il faut compter 2 litres au 100 de plus. Là, on dépasse de 1 litre 5, c'est très correct en fait. Et ça, c'est un des apports de l'hybridation. Alors on va parler de la vie à bord, de l'agrément de cette voiture. On est sur un modèle haut de gamme qui s'appelle PAC. Moi je le trouve étonnamment bien équipé. C'est facturé à peu près 17 500 € avec la peinture métal. C'est grosso modo la seule option. Il y a à peu près tout ce qu'il faut dans cette voiture, régulateur adaptatif, la climatisation évidemment, un système multimédia tactile, Bluetooth, tout ce qu'on veut. Voilà, en gros il manque quoi? Il manque pas grand chose. Il ne manque pas grand chose puisque le système multimédia intègre un GPS d'office, on n'a pas à le rajouter en option, on a les sièges chauffants, on a aussi l'accès, le démarrage sans clé. Franchement, pour une petite citadine de ce tarif-là, c'est très très complet. Côté agrément de conduite, qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que en général, l'hybridation d'une voiture, ça apporte du poids à cause des batteries. Ça peut mettre en cause le comportement par rapport à une version thermique classique. Souvent, on sent un petit peu un sac à dos au niveau du coffre. Là, est-ce que c'est le cas? Alors pas trop, parce qu'en fait, c'est une hybridation légère, on l'a dit. Du coup, il n'y a pas beaucoup de batterie, ça n'apporte pas un poids énorme en plus. Et en plus, comme c'est une nouvelle plateforme qui a été utilisée pour faire cette voiture, les batteries ont été intégrées sous les sièges avant et du coup... Donc c'est très centralisé dans la répartition des masses. Ça ne fait pas de poids en plus à l'arrière, ça permet d'abaisser légèrement le centre de gravité, ce qui est un plus pour la tenue de route. Et au final, on obtient une voiture avec un comportement assez neutre, très correct, qui est le même a priori que celui avec la version non hybride, tout simplement. Voilà. Donc en fait, on peut le dire, quand on est en virage, ça prend du roulis, mais ça reste sur la trajectoire. Exactement. On ne sent pas forcément de sous-virage excessif. Elle reste bien sur sa ligne. Par contre, effectivement, on sent un tout petit roulis. C'est pas très important. Au final, on est dans une voiture qui se conduit très très bien, même en virage et même en situation assez rapide. Alors cette nouvelle plateforme, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle apporte un autre avantage également, c'est le volume à bord, le volume habitable de la voiture. Je me suis assis à l'arrière tout à l'heure, on a vraiment beaucoup de place pour les jambes, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que on n'a pas ça dans une Clio, on n'a pas ça dans une 208, on a moins de place, sans que ça joue trop sur le volume du coffre. C'est vrai qu'on a beaucoup de place, que ce soit pour les passagers à l'avant, pour les passagers arrière, et le volume du coffre n'est pas ridicule, notamment en profondeur. Il y a du plus par rapport à une Clio, notamment je pense à la finition. Oui, la finition, elle effectivement, alors c'est à la Suzuki, c'est conforme à ce qu'ils ont fait sur leur dernier modèle, je pense au Vitara par exemple, avec des assemblages très corrects, une présentation moderne, mais l'essentiel est fait de plastique assez dur, même s'ils ne sont pas si moches que ça, mais c'est pas des matières souples comme on peut avoir sur une Peugeot 208 par exemple. Après, en termes de confort à bord, c'est vrai que là par contre, on est un cran en dessous de ce que propose une 208 ou une Clio. Les suspensions sont un peu dures, les sièges sont un peu durs, ils sont pas très épais. Ils sont peut-être moins larges aussi. Voilà. Il y a un peu de maintien latéral, pas trop. En fait, voilà, c'est vraiment plus pour un usage ponctuel, un peu quotidien, mais pas forcément pour se faire 700 km d'un coup et descendre jusqu'à Nice sur la Côte d'Azur. Voilà, donc en résume, une petite citadine hybride plutôt bien née, qui n'a pas vraiment de concurrence en plus. On peut penser à une Toyota Yaris qui va peut-être être un petit peu plus petite. C'est voilà, le tarif 17 500 €, c'est le prix d'un diesel d'entrée de gamme à peu près sur une Clio ou une 208. Mais qui n'auront pas tout cet équipement. Voilà, donc globalement, c'est un choix envisagé si on veut une citadine économique. Exactement. Voilà pour cette Suzuki Baleno. Messieurs, quand elle a été présentée à Francfort, je me souviens, vous disiez qu'elle faisait consensus contre elle, notamment parce que elle a une ligne plutôt banale. Alors, c'est vrai qu'on le soulignait également à l'époque, elle est peut-être plus jolie sur ses réalisations vidéo qu'en vrai, mais sincèrement, elle n'est pas si laide que ça, cette voiture. Mais c'est bien le problème, elle n'est même pas moche. C'est-à-dire, on ne la voit pas. On a une espèce de ligne internationale, comme on peut manger de la cuisine internationale. On a un positionnement qui est quand même curieux. On est entre la citadine et le segment C des compacts.
Donc, on ne sait pas où elle est, on ne va pas la reconnaître dans la rue. Elle est dans un prix quand même un petit peu plus cher que les citadines de base et populaires. Elle est un petit peu moins chère que les compacts. C'est c'est dommage parce que Suzuki a des vraies qualités. Toutes les Suzuki ont des vraies qualités de finition, de fabrication. C'est pas parce que les plastiques sont durs que c'est une voiture mal Non, fabriquée. bien sûr. Il y a des qualités de moteur, il y a des qualités de fiabilité indéniables. Et cette voiture-là, en plus, elle a un nom quand même qui est Alors difficile à ça, porter. Elle a alors un ça. physique qui n'est pas ingrat, mais qui est transparent. Donc c'est compliqué à vendre aujourd'hui une voiture comme ça. Parce que qui va avoir le réflexe en se disant j'achète une voiture? On a toujours 3 ou 4 modèles en tête avant de choisir. Mais qui va penser dans sa shortlist personnelle à la À acheter Suzuki une Suzuki Baleno? Baleno. C'est un peu le problème. Ouais. Alors effectivement, le nom, hein, il renvoie quand même à un ancien nom chez Suzuki qui avait été abandonné il y a quelques années pour revenir. Et alors c'était une 3 volumes la Baleno avant, donc rien à voir avec ça. C'est vrai que Baleno pour une citadine, c'est un petit peu contre nature. Vincent, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, cette voiture, elle est paradoxale. Quand on voit aujourd'hui le nombre de nouveaux Suzuki Vitara dans la rue, à savoir un petit véhicule qui a un design plutôt sympa, qui est coloré, etc. C'est un carton pour Suzuki. Et à côté, la Baleno, alors comme tu le dis, c'est pas non plus, je veux dire, elle a pas des lignes atroces, elle fait pas mal aux yeux quand on la regarde, mais elle dégage rien. Donc c'est paradoxal. Chez Suzuki, on a un petit véhicule ludique avec le Vitara, et puis après on a la Baleno qui dégage rien. Et sachant qu'en plus, bon, sur des prix, on va avoir un faible écart entre un Vitara et une Baleno, pardon, qui commence à un petit peu au-dessus de 14 000 euros si j'ai bonne C'est mémoire. ça, il y a en lancement, elle est en promo à 12 690 euros. Bon, Vitara commence à partir de 17 000, ouais. mais bon, si on peut faire le petit effort financier supplémentaire pour passer sur un Vitara, il faut le faire. Hmm. Et vous oubliez quand même la Swift, qui est chez Suzuki aussi sur le même créneau du segment B de la citadine, qui est certes un peu plus petit, mais qui a une vraie gueule et qui se vend bien. Donc l'idée d'importer cette Baleno, c'est aussi faire du mal à Vitara, c'est faire du mal à Swift, tout Pour en faire se du disant mal, qu'on va pas Michel, comme tu cartonner y avec. vas. Bon, C'est curieux, quoi. les objectifs de Suzuki sont pas énormes sur cette voiture non plus, hein. C'est autour de 3000 voitures par an, je crois, en France. Voilà, tu disais importer à juste titre, hein, c'est une voiture qui a été développée avec Maruti, hein, elle est fabriquée en Inde. C'est une voiture internationale, enfin, en tout cas, c'est une voiture qui est faite pour plusieurs marchés, Bien dont sûr. le marché asiatique. Trop international pour l'Europe, peut-être. Et 3 000 par an en France, Bon, ils c'est. n'y arriveront pas, hein. Alors, bon, Oui, il faut les faire déjà, ça oui, absolument. l'avenir le dira. Alors, très rapidement, donc, elle est disponible aujourd'hui en lancement avec seulement deux moteurs, hein, le 1 litre 2 classique et le 1 litre 2 hybride. C'est le même bloc et ça développe la même puissance, au final 90 chevaux et le même couple 120 Nm. L'hybride vient uniquement vraiment en bas pour apporter du couple pour lancer la voiture, ce qui permet effectivement d'expliquer cet écart de consommation avec la version classique. Un 3 cylindres turbo dit booster jet d'1 litre va arriver d'ici quelques semaines. Je pense qu'il est même déjà ouvert à la commande. Il fera 111 chevaux. Également, il se permettra d'être accouplé à une boîte automatique à 6 rapports. Bon, est-ce que avec la version hybride, on peut pas quand même penser que Suzuki va séduire quelques entreprises? C'est exemple de TVS pendant 2 ans. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'homologation hybride arrive sur le tard, puisque les premiers modèles importés par Suzuki n'étaient même pas homologués hybrides. C'est un tout nouveau système d'alternodémarreur qui a été monté sur la voiture, et ils ont eu cette homologation à quelques jours, même la veille des essais presse, hein. J'aimerais bien que Suzuki vende un peu de Baleno, y compris aux entreprises. Sauf que vendre aux entreprises, c'est une vraie démarche structurée. Il faut des services compétents chez l'importateur. Je suis pas sûr que Suzuki soit si bien placé Bon, c'est vrai que pour aller vendre ça aux c'est entreprises. une petite structure en France, hein, Ben oui. comme beaucoup de marques japonaises. Est-ce que quelqu'un veut conclure ou est-ce qu'on a fait le tour?
On va passer à ce qui devrait être un hit, hein. Alors, on peut le juger banal, voire passe-partout. Et pourtant, le Tiguan de Volkswagen a largement réussi sa première carrière. Alors, sa toute nouvelle génération change tout ou presque et pourrait même aller jusqu'à faire de l'ombre à ses cousines Audi. C'est l'essai Yahoo de la semaine. L'année 2016 sera une nouvelle fois très riche en SUV. Renault vient de présenter sa grande version familiale 7 places nommée Koleos. Et aujourd'hui, on est à l'essai en Espagne sur une autre version, un autre style, un best-seller de la catégorie. Le Volkswagen Tiguan fait partie des plus vendus en Europe et pourtant jusqu'ici, on le remarquait peu. Et vous allez voir que pour cette nouvelle génération, il passe du tout au tout. Pour cette nouvelle édition, le Volkswagen Tiguan cherche à se faire remarquer. Oubliez l'ancienne carrure rondouillarde, le SUV se mue en athlète. Ligne saillante, design sportif face avant affirmé, le Tiguan suit les nouveaux standards allemands. À l'intérieur, la présentation est nouvelle, plus ergonomique, mais ne fait pas dans la fantaisie. On apprécie la bonne lisibilité du nouvel écran tactile et à noter que l'on peut doubler celui-ci avec un écran active info-display de plus de 12 pouces derrière le volant. Il reprend alors les indications GPS ou celles du système audio, en plus d'afficher la vitesse. L'habitabilité est franchement excellente grâce à la longueur de 4,48 m. Les passagers arrière seront particulièrement bien lotis grâce à une banquette qui peut coulisser sur 18 cm pour leur dégager plus ou moins de place aux jambes. Le coffre progresse également avec une capacité qui peut monter jusqu'à 675 litres. Pour la sécurité, l'équipement de série comprend 7 airbags, le maintien dans la file ainsi que le freinage automatique d'urgence. La qualité de fabrication est une nouvelle fois au rendez-vous, même si on s'est étonné du contact dur avec la console centrale pour les genoux et un coffre lourd à actionner manuellement. Le Tiguan sera disponible avec 7 motorisations qui sont en entrée de gamme de 115 chevaux en diesel et 125 chevaux en essence, à 240 chevaux pour le haut de gamme diesel. Lors de cet essai, nous avons pris le volant des diesels 150 et 190 chevaux. Si le 190 chevaux fait preuve d'une bonne allonge, le 150 offre déjà de belles prestations. Sur un parcours d'une vingtaine de kilomètres comparable à un trajet travail, le 190 chevaux s'est contenté de 6,6 litres au 100 km, un bon point pour le portefeuille au quotidien. Un quotidien dont on peut facilement s'échapper grâce à une transmission 4x4 particulièrement efficace. Ainsi, le Tiguan est particulièrement polyvalent, presque joueur et sportif sur les routes de montagne et véritable baroudeur prêt à affronter la nature. Sur la route, le comportement du Tiguan est remarquable, précision, agilité et confort sont ses principales qualités. Fin de cet essai de ce nouveau Volkswagen Tiguan et le premier constat bien entendu qu'on peut faire, c'est que si la première génération avait quasiment fait une carrière à la voiture japonaise, sans trop de vagues, sans se faire remarquer, eh bien vous le voyez avec cet avant, impossible de se tromper d'abord sur l'origine du véhicule avec son gros logo Volkswagen, et c'est bien une Allemande, elle a un petit peu de caractère, on va même dire qu'elle est forte en gueule. Ensuite, l'autre atout de cette nouvelle génération, c'est son extrême polyvalence avec une gamme qui va de 25 000 à quasiment 50 000 €, 2 roues motrices, 4 roues motrices, des motorisations diesel jusqu'à quasiment 200 chevaux. Là, il domine les Renault Kadjar et futurs Peugeot 3008 et va même se permettre de chatouiller ses cousins Audi Q3 et Audi Q5 au milieu desquels il se place. Et ça, c'est un vrai atout pour lui. Voilà, Vincent, j'ai l'impression que c'est un coup de cœur hein, quand même. Hein. Oui, et autant tu me connais, j'aime assez peu le SUV parce que j'aime bien conduire et je trouve qu'on y perd en agrément, en sensation de conduite. Et ce Tiguan m'a réconcilié un peu avec le genre. Bon, il a d'abord un super châssis, ça tient la route, c'est plutôt agréable à conduire. Et puis oui, moi je l'ai bien aimé, je trouve qu'il y a un tout qui sonne tellement bien, c'est comme frapper un diapason et écouter le son que ça fait et se dire voilà, ça va durer longtemps. Et ce Tiguan, c'est vraiment ce que ça m'a fait. Ouais. Alors moi, je dois avouer que j'ai bien aimé également. Michel, tu as essayé également le Tiguan. Oui, c'est pas un coup de cœur, mais très objectivement, c'est le meilleur SUV compact de tout le marché aujourd'hui. C'est Das Auto, quoi. Tout est absolument parfait. Et c'est mieux qu'un Audi Q3, c'est mieux qu'une BM X3, on est dans des tailles un peu intermédiaires. À 35 000 €, on a une voiture premium.
aujourd'hui, Volkswagen ne va plus jouer dans la cour des Kadjar. C'est pour ça qu'ils ont des moteurs qui vont jusqu'à 240 chevaux. On est au-delà de ça, et il y a il y a une qualité de fabrication, un silence de fonctionnement, un châssis, Vincent l'a dit, on est dans le parfait. Et c'est quand même très très étonnant. Volkswagen n'est jamais en avance sur rien. Ils sont arrivés avec le premier Tiguan, c'était pas les premiers. Là, ils arrivent, ils l'ont tenu longtemps quand même, celui-là. Oui. Ils arrivent 7 ans après avec celui-là et ils vont ramasser le morceau, quoi. Ils ont vendu le premier à plus de 2 millions d'exemplaires et là, ça va repartir. Il faut quand même savoir que le prix moyen à 150 chevaux avec une finition correcte, on est à 35 000 €. Mais ça va passer. Oui, oui, tu disais en France 125 000 Tiguan 125 000 exemplaires depuis en 2007 France sur la précédente génération. Nissan, avec le Qashqai, il n'y a pas très très longtemps, avait dépassé les 150 000. Donc, on était vraiment sur un best-seller de la catégorie. C'est pour ça que je le dis dans la vidéo, parce qu'on s'en rendait pas compte. Moi-même, quand je prépare les essais, je regarde les chiffres de vente, etc. Et il a fallu que je m'y reprenne quand même à 1 ou 2 fois pour me rendre compte que ce Tiguan était bien sur le top 3 du marché des SUV. Il est troisième, ouais, derrière le Qashqai et le Kadjar. Et on s'en rappelle pas non plus, mais Tiguan, la dernière année du Tiguan qui avait déjà un paquet d'années, ça a été sa meilleure vente. Et, en posant la question à des concessionnaires VV, on disait vous devez le promotionner comme des dingues. Et ils me disaient non, elle part tout seul. 0 promo. Il y a quelque chose quand même qui se passe autour de cette voiture. Oui, Vincent, on t'a coupé, hein, effectivement. Pardon. On disait... Non, pas de souci. Non, moi, oui, effectivement, je ne m'attendais pas à lire les résultats, à le voir troisième. Voilà. Moi, le précédent, je ne l'aimais pas beaucoup. Je trouvais qu'il n'avait pas de saveur. Quand on le regardait, il était trop haut, trop rond. Enfin, voilà, c'était pas très réussi. Et pourtant, ça se vendait. Donc, celui-ci qui est extrêmement bien réussi sur tous les points, on se dit qu'il va se vendre. Et je sais que Michel aime bien jouer au jeu des pronostics, à dire quelle sera la voiture de l'année. Ce Tiguan, attention, hein, il n'en est pas loin pour le titre officiel de voiture de l'année. Et alors surtout, il a une grosse force par rapport peut-être à d'autres SUV, c'est que il est acheté à une immense majorité par une clientèle de particuliers, donc qui ne va sans doute moins négocier les tarifs que les responsables de parc en entreprise. C'est 80% de particuliers, alors que le marché est autour de 70% sur ce genre de véhicule. Ça fait quand même une différence qui est pas négligeable. C'est vraiment la voiture européenne du cadre moyen aujourd'hui. On est dans cette classe moyenne un peu supérieure qui met 35 000 € dans une auto, et c'est cette clientèle-là qui est quand même assez large aujourd'hui, oui. Et alors, on va peut-être essayer de lui trouver des défauts, mais il a encore d'autres qualités. Il a un coffre qui est modulable et qui est plutôt immense pour la catégorie, parce que 615 litres, souvent c'était un défaut des SUV. Hein. C'est-à-dire des voitures qui sont hautes sur pattes, qui paraissent volumineuses, mais qui ont un coffre qui est à la limite plus petit que celui d'une berline. Là, on est sur 615 litres, une modularité qui est, tu l'as dit, est montrée dans le sujet, Vincent, qui est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce Tiguan ? On peut lui reprocher cet effet premium qui fait que, et Vincent l'a remarqué dans le sujet, le coffre automatique, là il était manuel dans celui que Vincent manipulait, mais un coffre automatique est en option. Oui. Il commence à y avoir des catalogues d'options qui sont épais comme des bottins, comme on peut retrouver chez Mercedes, chez Audi. Et à propos d'Audi, l'autre défaut, c'est que Tiguan va tailler des croupières à ce qu'il reste de l'Audi Q3, vu que c'est aussi un ancien modèle qui va être renouvelé. C'est quand même très étonnant que dans le groupe Volkswagen, c'est Volkswagen qui est la primeur d'un nouveau produit et non pas Audi. Vincent ? Dire que c'est surprenant ou pas, moi j'ai l'impression maintenant que dans le groupe Volkswagen, toutes les marques tirent dans tous les sens, sans se soucier du voisin ou cousin le dimanche au repas familial. Hein. Je pense que là... on a dépassé ça. Peut-être ça manque d'une stratégie globale à ce moment-là. Oui. Tous les directeurs de chaque marque, quand on voit par exemple le nouveau TTRS qui est quasiment plus puissant qu'une 911, qui écrase un Porsche Cayman qui est redescendu à 4 cylindres, etc. Voilà, c'est le bazar dans la galaxie Volkswagen. Tout le monde veut progresser, tout le monde veut y arriver. Revenir sur le défaut, oui, moi, il est là. On voit quand même une grande quantité de conductrices au volant de ces voitures. Alors, est-ce que c'est l'effet premium ? Est-ce que c'est
l'effet de la qualité de fabrication. Mais c'est vrai que les portes arrière, moi je prends, la femme moyenne en Europe, c'est 1m60, 65, une cinquantaine de kilos, c'est pas des bras de camionneurs. Quand il faut actionner les portes lourdes, le coffre derrière, en tenant peut-être un paquet, un enfant dans les bras, etc., il va falloir la muscler, hein, son épouse. Ouais. Voilà, c'est le petit défaut. Mais en même temps, cette lourdeur donne la sensation de qualité. C'est-à-dire que quand on claque une porte et on a l'impression de fermer une porte en tôle, ça fait peur. On se dit, oh là là, si j'ai un accident, qu'est-ce qui va m'arriver? Là, du coup, on a l'impression qu'on est enfermé dans cette espèce de char d'assaut, mais au bon sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de solide. Alors, si on devait choisir pour conclure, tu l'as dit, Vincent, essayé les versions diesel 150 chevaux et 180 chevaux. J'ai également pris le volant d'une version essence TSI 180 chevaux, 190 chevaux diesel et 180 chevaux essence. Moi, je dirais que en diesel, en tout cas, le bon compromis, c'est, tu le dis dans le sujet, le 150 chevaux suffit C'est évident. largement. Il consomme sensiblement moins en carburant. Sur un parcours qu'on a fait ensemble, Vincent, à deux voitures, on avait un écart de 0,6 ou 0,7 litres, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, de toute façon, le 150 le 2 litres TDI 150 chevaux, le tricheur d'ailleurs, c'est le best-seller absolu et c'est certainement le meilleur moteur de tout le groupe. On le retrouve absolument partout. Et à propos de groupe, il ne faut pas oublier que ce Tiguan est premium aujourd'hui, on peut le dire, et sa version généraliste finalement arrivera dans un mois et on en reparlera certainement avec le Seat ATK. Que nous essayerons certainement tous au mois de juin et qui sera un Tiguan à 3 000 € de moins. Vraiment. Vincent? Ça sera la même auto. Oui, le 150 chevaux, 4 roues motrices, il est parfait. On a un véhicule aussi apte l'hiver, qui est sécurisant, la neige, la pluie, les routes mouillées, etc. On va faire un peu de chemin. Précisons également qu'il y a un kit spécial baroudeur off-road, avec des boucliers avant et arrière spécifiques, avec des angles d'attaque plus travaillés. Donc preuve qu'il est quand même assez élaboré en termes de 4x4 et tout chemin. Mais le 150 chevaux est parfait. La personne qui veut de la performance, le 240 chevaux diesel fera très clairement la différence. Le 190 chevaux sert quasiment à rien. Voilà, on a 2 minutes pour conclure sur le salon de Pékin. Vincent, toi, tu as remarqué une chose sur ce salon, c'est que les Chinois attaquaient très très fort sur l'électrique. Alors c'est pas d'hier, mais là ils attaquent sur la marque de fabrique, on va dire, de certaines américaines, à savoir sur des looks agressifs et sportifs. Où est-ce que tout ça peut nous mener ? Ils ont besoin de répondre avec urgence à leurs problématiques de pollution, les Chinois. On sait que leur nouvelle réglementation va être terrible en termes d'émissions de CO2. Ça va peut-être être l'une des plus contraignantes au monde. Donc, ils veulent du produit électrique. Seulement, le produit électrique, ils veulent pas l'acheter à Tesla, ils veulent pas l'acheter aux Américains. On connaît quand même la confrontation entre l'industrie américaine et chinoise. Donc, du coup, tous les constructeurs chinois s'y jettent dedans. Et il se pourrait que le modèle asiatique fasse chuter plus vite que dans la téléphonie, dans les smartphones, le modèle américain. On sait qu'aujourd'hui, il se vend plus de smartphones venant d'Asie que d'iPhone, par exemple. Mais attention, sur la voiture électrique, la révolution industrielle est plus qu'en route. Ce ne sont pas des concepts. Ils ont déjà des usines avec des capacités de production qui dépassent les 50 000 exemplaires par an. Donc oui, le modèle chinois peut devenir très, très bien, très performant. Et au-delà de ça, je pense qu'à un moment donné, ils vont quand même avoir envie de l'exporter, ces gens-là. Ils ne vont pas faire que des voitures pour le marché intérieur. Et là, ils pourraient faire très fort. Michel, en 20 secondes. Y a quand même, ils sont obligés de faire de l'électrique parce qu'ils vont avoir des normes draconiennes. Et quand même, il faut quand même rappeler que c'est finalement plus facile quand on part de zéro de développer une voiture électrique qu'une voiture thermique. Parce que le moteur, quand même fondamentalement, est beaucoup plus simple, plus fiable, etc. Une turbine électrique, des batteries qu'on achète, c'est quand même beaucoup plus simple à concevoir et à fabriquer, à mettre en production qu'une voiture en partant de zéro toujours qui soit thermique. Voilà, messieurs, merci, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci donc
à vous deux messieurs, Vincent et Michel. Je vous renvoie à ce dossier d'Automoto paru ce mois-ci pour ce qui est de la vérité sur les consommations, avec notamment le protocole de Peugeot qui veut mettre le paquet sur les cycles réels. Merci à Fabrice à la réalisation. On se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux essais. J'espère Driss qui sera revenu de sa couvade. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.